quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de ta structure, tu as un problème qui est commun à toutes les structures, c'est qu'il faut gérer un administratif qui est relou. Donc Octolo, une plateforme, 3 principaux services. Le premier service, table de capitalisation et registre. Le deuxième, organisation et participation aux instances. Et le troisième, data room, pour automatisation, stockage, partage et signature de documents. Comment t'arrives à te dire que t'as une très belle vision, très claire sur avancer, faire un petit pas après l'autre? Il y a une chose, c'est sûr, c'est qu'on trouve que ça va jamais assez vite. Monter une entreprise sans que les gens se sentent bien dedans, ça n'a pas de sens. Dire que tu veux révolutionner le monde et maltraiter les gens autour de toi, c'est pas une solution. Moi, ce qui me fait lever le matin, ce qui me fait me dire que j'ai fait le bon choix sur l'entrepreneuriat, c'est les retours de mes clients qui me disent « Je savais pas que ça pouvait être facile, merci ». Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. C'est la rentrée, beaucoup d'entrain, beaucoup d'enthousiasme. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Inès. Ouh. Comment ça va, Inès? Eh ben écoute, très bien, parce que je suis là. Allez là, en plus on va pas faire genre, on peut le dire, c'est un nouvel endroit. Je crois qu'on se professionnalise petit à petit et ravi en tout cas de te recevoir, de kick-off cette année 2025. Comment étaient ces vacances, Inès? Oh là là, tu commences dur. Quelles vacances. Bon, j'espère que ça a été de repos. Allez, je vais t'embêter, on va se la jouer corpo dès maintenant, que les gens comprennent et qu'on fasse une petite intro. Qu'est-ce que Octolo, la boîte que tu as montée? Octolo, eh ben écoute, avant de te pitcher Octolo, je voudrais plutôt te parler du problème. Allez, vas-y, parle-moi de tout ça. Mais c'est un petit update, hein, là, on n'est pas en train de pitch. J'ai pas d'argent à te donner, voilà, mais que les gens comprennent de quoi on va parler. Tu vas même pas le savoir, tu vas devenir client avant la fin du podcast. Ah, écoute, suis-je la cible? Je crois qu'en termes de gouvernance et de prise de décision, on est raccord entre moi et moi-même. Je suis dans la tête d'un CEO, donc ça va. Vas-y. Ouais, c'est entièrement gratuit ce podcast, t'as raison. Alors, en fait, j'ai été avocate, j'ai été entrepreneuse, j'ai été juriste et j'ai vu que quoi qu'il arrive, quelle que soit la taille de ta structure, t'as un problème qui est commun à toutes les structures à partir du moment où il y a au moins 2 actionnaires, c'est qu'il faut gérer un administratif qui est, entre nous, relou. Et dans cet administratif, il y a quelque chose qui est commun à toutes les entreprises, c'est la gestion de la gouvernance. Qu'est-ce que la gouvernance? Voilà, ça. J'aurais pu juste m'arrêter là. Hein. Non, mais... Donc, Octolo, c'est une solution de gestion de la gouvernance. T'es bien avancé. La gouvernance, c'est tout ce qui va permettre, en fait, de prendre la décision au sein de ton entreprise. Donc, en fait, c'est tout ce qui est assemblée générale, conseil d'administration. Et pour avoir ces assemblées générales et ces conseils d'administration, tu dois aussi savoir qui doit prendre ces décisions, comment. Donc, c'est tout ce qui est registre d'actionnaires, registre des mouvements, registre des réunions. Donc, en fait, Octolo, c'est une plateforme qui va permettre d'automatiser au maximum tout ce qui est, en fait, le bruit autour de la gouvernance, tout ce qui prend du temps. Donc, tout ce qui est registre, tout ce qui est table de capitalisation, documents, convocation, etc. Et c'est une plateforme qui, en automatisant tout ça, va te permettre, par ailleurs, de voter, de donner procuration, de te connecter en visio, d'échanger avec toutes les parties prenantes. Donc, c'est aussi bien tes actionnaires que tes membres de conseil, que tes avocats, tes comptables, etc. Donc, Octolo, une plateforme, 3 principaux services. Le premier service, table de capitalisation et registre. Le deuxième, organisation et participation aux instances, assemblée générale, conseil, comité. Et le troisième, data room, pour automatisation, stockage, partage et signature de documents. Pour qui? À quel moment tu estimes que la gouvernance devient critique dans une entreprise? J'imagine que c'est à partir de au moins 3-4 personnes, pas avant. Alors, le scope global, potentiellement, toute entreprise de plus de 2 actionnaires qui n'est pas cotée. Donc, de la start-up qui vient de se créer au grand groupe. Après, on va pas se cacher, on s'est quand même focalisé sur certains cas. Mais c'est drôle, t'as pas commencé avec les grands groupes, hein, on est d'accord au début. Eh ben, j'ai pas commencé avec les grands groupes, mais je les ai eu bien plus tôt que prévu. Ok. Dédicace à BNP. Allez, on peut dire dédicace à BNP Paribas. Allez, parce qu'on s'est rencontrés quand même à une belle soirée de BNP Paribas que j'ai eu le plaisir d'animer. C'est fini pour la promo. Le gars, il fait un podcast sur lui, tu sais. Non, mais je t'ai dit, ça va finir en podcast sur toi. En fait, au début, on s'est dit on va viser les startups, puisque c'est celles qui sont le plus à même de comprendre que un outil, ça se formate et qui accepteront qu'il y ait quelques bugs au départ. Mais en fait, dès le départ, on a eu des PME assez importantes. Aujourd'hui, on a 2 cibles principales qui utilisent Octolo. La première, c'est les startups qui ont levé, donc plutôt des séries A, séries B. On a des séries C aussi. Et ensuite, la deuxième, écoute, c'est assez surprenant, c'est les bailleurs sociaux. Ah, ok. Voilà.
Aujourd'hui, on a un bon pourcentage des bailleurs sociaux qui nous a rejoints. En 1 an et demi, c'est Parce assez qu'ils ont fou. beaucoup de gens, enfin beaucoup d'interlocuteurs à gérer. Alors, déjà beaucoup d'entités, Ok. beaucoup d'instances, beaucoup de conseils, de comités, etc. Et des règles de gouvernance qui sont assez particulières, donc au niveau des calculs des votes et de la manière de gérer la gouvernance. Ok. Et le besoin aussi de passer à la dématérialisation, en partant souvent pas de zéro, mais quasi. Beaucoup ont été complètement à l'arrêt dans les prises de décision au moment du Covid, alors que quand tu es en pleine crise, tu as quand même besoin de prendre des décisions. Ouais, bien sûr. Et en fait, nous, on est un outil qui est très fluide, très simple d'appréhension. Donc, en particulier, s'ils ont par exemple des administrateurs qui sont très âgés ou des locataires qui sont pas forcément très habitués à Internet et qui doivent venir voter à une AG, eh bien, Octolo va leur permettre de passer simplement à la dématérialisation. Ok. Et en plus, en répondant aux règles spécifiques parce que très adaptable. C'est un gain de temps ou c'est un pain psychologique que tu allèges? Je sais pas comment dire, mais Qu'est-ce que tu entends par pain psychologique? devoir rassembler, je sais pas, tes bailleurs sociaux, tu dois aller chercher, tu vois, toutes les personnes, je sais pas, qui sont propriétaires ou autres, mais en tout cas qui sont liées à ton activité. Est-ce que la question, c'est que tu permets de pas envoyer, je sais pas, 50 mails, mais que tu permets de rassembler tout le monde sur la même plateforme? Et donc, c'est un gain de temps, mais j'ai quand même l'impression que c'est une... En fait, j'ai l'impression que la gouvernance est une commodité, on est obligé de le faire, mais ça nous fait chier. Donc, Eh ben, est-ce que, écoute, tu vois, c'est... un... Écoute, c'est parfait. Moi, de temps en temps, quand je pitch, je commence par je vais vous parler de quelque chose de très relou. Peut-être pas la meilleure manière d'accrocher le public pour un pitch, mais c'est la vérité. Effectivement, en fait, aujourd'hui, la gouvernance, c'est vu comme quelque chose de relou parce que c'est la gestion administrative de tes documents, de tes registres, etc. Mais en fait, moi, ce qui me motive chez Octolo, c'est pas ça. Cette partie-là, nous, on l'automatise et on Ok. la fait disparaître. Le but, c'est réellement de pouvoir mieux prendre les décisions. Ok. En fait, la dématérialisation, c'est donner moins de poids à l'administratif pour prendre des décisions plus impactantes. C'est quoi le problème dans la prise de décision? C'est une dissonance cognitive sur ne serait-ce que les informations qui sont retransmises? Bah, il y a pas mal de choses. Déjà, tu peux pas prendre des bonnes décisions sans avoir les données de manière éclairée, donc avoir facilement accès à la donnée, Ok. savoir quel a été ton dernier PV de ta dernière réunion, savoir quels sont les documents, etc. Aujourd'hui, ok, je te prends un exemple. Mhm. J'ai un Après, on va parler client de toi. qui organise une assemblée générale pour 1000 personnes. Et jusque-là, il devait envoyer ses convocations au format papier, par Ok. courrier postal. Donc, il crée tous ces documents. Alors, on va savoir déjà s'il a du public postage, espérons qu'il l'a. Ensuite, donc, il le crée de manière personnalisée. Ensuite, il envoie ses convocations en imprimant chacun des documents lui-même. Donc, tu as les documents obligatoires, puis tu as tous ceux qui permettent d'éclairer la décision. Donc, par exemple, tu vas imprimer les comptes, et Mhm. puis ensuite, tu vas pouvoir aussi avoir des décisions liées au conseil d'administration dans l'année qui permettent de comprendre pourquoi il y a eu telle ou telle entrée dans Ok. les Tu comptes, veux dire, c'est etc. des documents explicatifs de ce Voilà. qui s'est dit? Ok. Quand tu envoies tous tes courriers au format papier manuellement, tu vas faire le minimum. Hmm. Déjà, quand tu dois envoyer tout ça, tu te limites. Si tu dématérialises, tu vas pouvoir plus facilement donner accès à tous ces documents et donc avoir des décisions plus éclairées. Ça, c'est une première chose. Bon. La deuxième chose, c'est qu'aussi, tu es un actionnaire, tu as 2 actions face à 1000 personnes, donc certains ont 10 000 actions, par exemple. Tu vas peut-être pas te Je sais pas, c'est pas bouger pour beaucoup, aller à quoi. ta réunion et renvoyer le formulaire papier ou autre. Tu as une plateforme simple qui te permet d'accéder facilement à la donnée, de donner éventuellement pouvoir parce qu'il y a un sujet qui est un peu... Donc, tu vois des actionnaires minoritaires qui sont de plus en plus actifs? Exactement. Ok. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé une solution qui est pour les associations. Puisqu'en fait, la problématique des associations... Tu m'avais parlé d'assaut, ok. Ouais. En fait, à partir du moment où on organise les AG des sociétés, on peut organiser les AG des assos qui sont plus simples. Habituellement, c'est une personne, une voix, grosso modo. Ok. À part quelques assos qui ont des collèges, mais voilà. Le problème des assos, c'est que c'est super, tu veux faire partie d'une asso, mais en fait, quand tu deviens membre d'une asso, tu te dis rarement « je vais participer à l'assemblée générale annuelle et voter pour les comptes ». Sauf que ton asso, elle a besoin annuellement d'organiser cet AG et d'avoir un quorum minimal. Ok. Et en fait, le fait d'avoir une solution en ligne, ça permet d'améliorer ce fait associatif. Voilà. Donc, Du coup, pour répondre à ta question non, mais de base, Mhm. quel est le pain point? Oui, il y a le gain de temps pour les organisateurs, donc un gain d'argent, etc. Ça, c'est sûr, et souvent, c'est une des raisons pour lesquelles les personnes rejoignent Octolo, parce qu'il y a un réel gain de temps. Mhm. Mais derrière ça, nous, ce qui nous motive, et c'est le cas, c'est qu'on va améliorer la prise de décision et améliorer la participation à la gouvernance. Donc, la gouvernance, enfin bon, je veux dire gouvernance, prise de décision, si je comprends bien, vous permettez de faciliter un processus qui est fait à la mano, qui est carrément fait par voie postale, enfin par papier, je veux dire. Mhm. Mais la finalité, c'est la prise de décision.
comment tu arrives à voir que la prise de décision est meilleure? Et là, je vais parler dans le fond. Quand je dis dans le fond, c'est, tu vois ce que je veux dire? Admettons, je prends l'exemple de moi qui ai deux voix et qui en ait d'autres qui en aient 10 000. En quoi, moi, maintenant que je peux voter, qu'est-ce que je vais apporter à la prise de décision? Ou est-ce que tu as d'autres use cases, excuse-moi? Ou est-ce que tu as des use cases majeurs là-dessus? Déjà, la première chose, c'est là où je vais... Enfin, pour moi, la prise de décision, elle est déjà améliorée à partir du moment où il y a plus de personnes qui participent, plus de personnes qui sont concernées, et donc potentiellement des personnes différentes qui vont prendre ces décisions. Ok. Une chose, c'est qu'on a des clients qui étaient obligés, quand tu n'as pas ton quorum, tu dois reconvoquer ton AG. C'est quoi? Attends, rappelle-moi quorum. Quorum, c'est le nombre minimal de personnes ou Ok. de voix nécessaires de personnes présentes pour tenir la réunion. C'est même pas pour approuver une décision, c'est pour tenir la réunion. Donc, tu as le quorum et tu as la majorité. Quorum, c'est le nombre de personnes présentes et majorité, c'est le nombre de personnes devant voter pour. Ok. Et donc, quand tu n'as pas ce quorum, Donc ça a bloqué. et ben, en fait, des tu dois AG ou des- refaire une AG. Ok. Donc, on a des clients qui, pour la première fois en 10 ans, 20 ans ou 5 ans, j'en sais rien, n'ont pas eu besoin de reconvoquer leur AG parce qu'il y avait les participations suffisantes. Ok. Ça, c'est la première chose. La Donc, deuxième, perte de temps. donc perte de temps, perte de tout. Frustration, ouais, ok. Et puis bon, écologiquement, envoyer 2 fois, ça Ah, ça, on bloque. n'en parle même pas. Je pense que tout le monde l'a pris pour acquis depuis tout à l'heure. Oula. Oui, parce que bon, accessoirement, du coup, en dehors de dématérialiser, on a cherché à dématérialiser bien en Ok. minimisant l'impact de la plateforme. Accessoirement, ok. Accessoirement ou pas d'ailleurs. En dehors de ça, nous, il y a des choses sur lesquelles forcément on appuie. Typiquement, quand tu organises ton conseil, nous, on a des datas. Donc, une donnée que nos clients nous demandent quelquefois d'enlever, mais que bizarrement, on ne sait pas où est le bouton, Ok. c'est le nombre de femmes dans les conseils d'administration, par exemple. Putain, ils veulent enlever ça? Il y a quelques-uns qui m'ont demandé. Oh, Ouais. shame on them. Ok. Bah, en même temps, ça fait un peu tâche. Hein. Bah oui, moi j'allais dire, la stat, elle est pas belle. Hein. Non, elle est pas belle. Et c'est aussi des prises de conscience, du coup, derrière. Ben, j'allais te dire, donc du coup, c'est aussi rendre l'information accessible, déjà au même endroit, mais en plus, il y a des... Moi, je vois des AG. En fait, j'allais te parler de Papers. Tu connais Papers? Mhm. Ok, moi, j'ai crunché de la data dessus, essaye de voir. D'ailleurs, spoiler, toutes les boîtes qui nous balancent toutes leurs valos à des millions et des millions. Allez sur Papers, vous verrez que c'est pas autant. Enfin, après, il y a des tranches. Bon, mais en après, tout il y a, cas- il Non, y a mais aussi voilà, les mais- manières de pas leaker l'information. Oui, oui, bien sûr, mais... Enfin bref, en tout cas, il y avait moi quand j'ai établi ça, je crois qu'on avait une trentaine de licornes, j'en ai pas trouvé 30. Papers ou Papers, c'est une bonne question. Moi, je dis Papers. Papers, ils font plein de choses. Alors déjà, j'avais rencontré dès l'origine le créateur, parce que je trouvais que c'était cool ce qu'il faisait. C'est français? Ouais, c'est Ouais, français. c'est français, on est d'accord. Et C'est mieux que société.com, parenthèse. c'est mieux qu'Infogreffe. La petite parenthèse. Petite parenthèse, parce que ça, franchement, bon, ils vont pas m'aimer, mais bon. Infogreffe. Je te dis Infogreffe, tu te dis privé, public, tu vois de quoi je parle? Public fort, bah je vois mon sirène, je le connais pas, je tape dans la tête d'un CEO sirène, moi. Donc, public, non, pas du tout. Privé. Donc c'est tenu par une Groupement société d'intérêt privée. économique. Ok. Tenu par les greffiers, grosso modo par quelques familles, qui se font pas mal d'argent depuis un certain temps. Et qui avait... Alors, au tout départ, en 2000 ou 2010, c'était l'INPI qui gérait ça. Ok. Sauf que l'INPI, ils avaient trop de choses à faire. Il se trouve que Infogreffe avait la capacité à mettre en place une plateforme de dématérialisation de ces données. Donc, ils l'ont fait. Mhm. Et après, ils ont aussi pas mal fait payer. Et après, l'État a dit, oui, bon, open data, maintenant, il faut rendre ça accessible. Ils ont dit, oui. Bon, au bout de quelques années, ils ont dit, OK, les gars, vous le faites pas. Donc, retour à l'envoyeur, l'INPI reprend la main. Ok. Aujourd'hui, c'est l'INPI auprès desquels tu dois faire tes dépôts. Du coup, Infogreffe a perdu la main sur les données et sur les dépôts des comptes, etc. parce qu'il refusait de donner accès à l'information. Ok. Et l'une des choses qui a fait bouger, je pense, c'est qu'il y a des personnes qui ont dit « Bon, ok, maintenant ça suffit, c'est une obligation de rendre la donnée accessible, c'est pas fait, donc on va le faire. » Et c'est là que Papers, par exemple, est apparu. Et donc Papers fait plein de choses, De manière accès aux gratuite, décisions là-dessus. de manière gratuite, donner accès aux décisions de justice, donner accès aux données des entreprises, donner accès aussi à certaines données sur les personnes politiques. Enfin, il y a plein de services différents. Ok. Et au niveau du business model, tu as quelques pubs
tu as aussi des recherches où tu peux payer un accès à l'API pour avoir accès aux données, ou payer des recherches pour avoir des alertes sur certaines sociétés ou autres. Mais donc, effectivement, ils commencent à se lancer sur des questions d'AG ou autres, mais ce sera déjà le marché là, est c'est suffisamment que de la grand. publication, c'est ça. Il n'y a pas de Aujourd'hui, ouais. prise de décision, de vote, quoi. Ouais. Après, ils pourraient aller là-dessus. Moi, ça me pose pas de problème au sens où je pense que le marché est assez grand. Je pense je suis pour le fait de simplifier au maximum la prise de décision dans les entreprises. Ça bénéficiera à l'écosystème, économiquement. En revanche, ils le feront différemment de nous. Nous, on est une plateforme complète et on a une certaine expérience dans la manière de faire et dans la simplicité de le faire. Ils feront peut-être quelque chose qui sera différent un jour. On va revenir à Octolo, c'est ma dernière question là-dessus. On va parler de toi, on reviendra sur Octolo. C'est quoi la vision finale? Donc là, tu me dis que même s'il y a de la compétition avec quelqu'un qui est connu, on va dire, du marché d'un point de vue public, là, je parle de Papers ou Papers. Ouais, Octolo, dans 10 ans, c'est quoi? Oxolo, dans 10 ans, c'est quoi C'est quoi la finalité, en fait? Si je reprends juste, je t'embête, hein. La gouvernance, c'est une commodité, la prise de décision, c'est votre réelle activité. Bah, après, alors je peux te faire la réponse basique que te fera tout entrepreneur, qui est le but, c'est d'être la plateforme de référence en France et de s'être lancé à l'international et d'être bien développé, etc. Après, moi, on a plein d'idées de développement pour Octolo sur plein de sujets. Je vais peut-être pas en parler maintenant, mais t'inquiète, les compétiteurs n'écouteront pas ce podcast. mais ce qui est sûr, c'est que moi, mon but, c'est de continuer à simplifier et améliorer au maximum les processus liés à la gouvernance. Ok. Pourquoi juste la gouvernance? Est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est une commodité, etc. Est-ce que tu considères qu'on est obligé de le faire dans le cadre d'un business, mais qu'en réalité, la valeur ajoutée d'un fondateur ou d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur, c'est vraiment sur créer sa boîte et la faire avancer? J'ai l'impression que c'est le même truc que quand on a dit, tous les outils qui ont commencé à gérer et la compta et la facturation, par exemple. Il y a des entreprises, le seul moment où les actionnaires se réunissent et discutent, c'est l'Assemblée générale annuelle. Ok. Alors, tu peux dire l'Assemblée générale annuelle, c'est juste présenter les comptes et dire OK, pour, contre. Et tu peux aussi te dire, l'Assemblée générale annuelle, c'est peut-être aussi le moment de dire, tiens, d'ailleurs, si on discutait de ça ou autre. Et donc, c'est vraiment améliorer la strate, améliorer les échanges au sein de l'entreprise et donc faire gagner en efficacité. Moi, la raison pour laquelle j'ai créé Octolo au départ, c'est plein de petits jalons. J'étais étudiante en droit, j'ai bossé dans une start-up, peut-être qu'on en parlera après. Ouais, on va en parler juste après. Et j'ai été dans la première promotion de start-up de Station F. Ok. Oh, la vieille. J'étais jeune. C'était il y a 10 piges, non, c'était il y a 7 ans, je crois. Écoute, j'avais 2017, je crois. 22 ans. Tu me parles pas d'âge. Tu vois, tu balances comme ça. Moi, j'en ai pas parlé, Inès. Écoute, tu vas traiter de vieille. Donc, je suis une petite étudiante en droit. Ouais. Le droit, c'est beau, c'est la vie. J'arrive et là, je découvre des fondateurs qui n'en ont rien à faire. C'est pas qu'ils en ont rien à faire, c'est qu'ils ont trop de choses à faire, donc ils ignorent complètement leurs obligations. Bon, jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que je vois aussi des personnes qui lèvent des fonds. Donc, tu connais la galère, t'as suffisamment vu de CEO, tu connais la galère qui consiste à lever des fonds. Tu dois convaincre, tu dois trouver les bonnes personnes, tu dois passer par tous les process. T'as passé toutes ces étapes et là, on dit OK, bon, tu peux me filer tes dernières AG, on va vérifier la conformité, machin. Et là, t'es pas... Et là, t'as l'air bête. T'es passé par tous les process, t'as pas ça. Et t'as pas anticipé. C'est très bête, non, mais je connais des mecs dont la levée de fonds a avorté à cause de ça. Alors, il y en a un, la levée a avorté, mais il y en a, les levées vraiment ont perdu... ils ont vraiment perdu du temps, sachant que quelquefois, t'es un peu short en cash au moment où tu fais ta levée, tu vois. Excuse-moi, mais le juridique, c'est un peu aussi une sorte de... Je sais pas, pour moi, c'est une commodité. Encore une fois, c'est aussi les fondations de ta boîte. Je veux dire quoi? Je veux dire que quelqu'un qui crée son produit sans gérer tout ça, comme quelqu'un qui crée un très beau média sans déposer le nom à l'INPI, il va pas pouvoir le revendre demain. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça dénote aussi auprès de l'entrepreneur ou de l'investisseur à qui il parle de son sérieux ou de son anticipation. Exactement. Ça veut dire que derrière, t'as pas préparé. Ça veut dire aussi qu'il y a en dehors... Déjà, tu as des risques. C'est une obligation. Bon, première chose, la base, c'est une obligation légale. Donc, tu as des risques, potentiellement des amendes, contraventions, la responsabilité des dirigeants, etc. Ok, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu d'échange au sein de l'entreprise sur ces faits-là.
La troisième chose, c'est que si ça se trouve derrière, par exemple, tu dois avoir tes comptes. Si ça se trouve derrière, en fait, tu as des problématiques liées au fait que tu n'as pas bien fait tes comptes, tu n'as pas tes impôts, tu n'as pas tes déclarations. Tu vois, c'est plein de choses. En fait, c'est un peu des cases à cocher qui vont permettre de vérifier que tout le reste est OK. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le cœur de l'entreprise, le cœur de la prise de décision. Ça, c'est la première chose, il y a des startups qui ont eu des problèmes. Donc ça, c'est le premier tilt. Deuxième tilt, j'étais stagiaire en cabinet d'avocat, en droit des affaires. Et là, je vois des avocats qui refusent... Parce que bon, t'as pas tenu ton AG, tu vas voir ton avocat, potentiellement. Ou un avocat. Je vois des avocats qui refusent de gérer les assemblées générales de leurs clients. Alors que c'est du récurrent, tu vois. C'est un lien annuel avec le client. Bah, pourquoi ? Ça prend trop de temps. Ah, ok, d'accord. Et j'étais là, genre, ils abusent. Enfin, c'est le métier. Et là, il y a un des avocats pour un de leurs clients, parce que certains clients, ils acceptaient de le faire. Il me dit, en fait, la stagiaire, là, tu vas gérer l'AG. Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris la galère. Il fallait tout faire manuellement, on perdait un temps fou. Et réellement, ils ne pouvaient pas facturer. T'as beau dire que l'avocat est cher, il ne facturait pas au réel temps passé, parce qu'en fait, ça aurait été délirant. Enfin, délirant. Donc ça, premier tilt, et du coup, il renvoie vers le comptable. Et le problème, c'est que le comptable, l'approbation des comptes, c'est aussi le moment où il est sous l'eau. Ouais, bien sûr, ok. Donc tu vois, ça faisait 3 choses à la fois. Et ensuite, j'ai bossé en direction juridique, et là, t'as des demandes récurrentes, t'es sous l'eau, t'as pas d'automatisation. Le tout pris ensemble, je me suis dit, il faut automatiser au maximum certaines tâches juridiques qui n'ont pas de valeur ajoutée, mais qui sont importantes. Et parmi ces tâches-là, tiens, il y a la gouvernance. Bon, on va faire un petit tour dans la tête d'Inès, la petite fille. Si je lui parle d'administratif, est-ce que c'est une phobie ou est-ce qu'elle kiffe? Non, mais essaye de revoir, tu vois, tu sais, ces trucs où tu dis, ok, je dois avoir ce formulaire qui permet de faire ci, de ça. Tu dis, ok, faut l'attaquer, ou tu dis, oh putain, grave la flemme? Je pense que comme beaucoup de personnes, j'aime pas ça. Oui, mais ça te fait pas peur? Non, ça me fait pas peur. Mais en revanche, j'aime pas passer. Je trouve que souvent, c'est une perte de temps, alors que c'est important. Et du coup, tant que tu peux automatiser, je suis pour. Allez, nomme les services en France qui devraient... Oh là là. l'URSSAF, genre, parenthèse, mais bon. Non, mais je trouve déjà, quand tu lances ta boîte, ok, il y a de l'information, etc., mais il y a plein d'obligations. Moi, au départ, la première chose que j'ai fait, ça a été de prendre un comptable, enfin d'abord d'aller voir un avocat et ensuite de prendre un comptable qui m'a listé toutes les obligations que lui pouvait gérer, etc. Et je regrette beaucoup que mon comptable, il y en a plein qui devraient automatiser et qui ne l'automatisent pas, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. De temps en temps, je me dis, tiens, est-ce que tu connais telle solution ou telle solution Parce que, par exemple, sur la compta, on voit qu'il y a plein de choses qui ont été faites par des acteurs comme, par exemple, Indie pour les indépendants ou autres. C'est ouf ce qu'ils ont fait. Allez, je peux dire que je suis client, Indie. Ah. Mais par contre, on n'a toujours pas fait de partenariat, les gars. Et c'est le moment de se réveiller, là. Je dis ça comme ça. Vraiment, on s'est parlé en décembre en plus. Mais ok. On appelle Comfouk au micro. Qu'est-ce qu'il y a ? On appelle Comfouk au micro. Mais je l'ai déjà reçu, mais en visio, il y a genre 3 ans. Donc, il faudra qu'on refasse un vrai podcast dans un beau lieu. Donc, pas de phobie, ok. Non, en revanche, je vais te dire un truc, c'est que la petite Inès dont tu parles, elle a rien à faire là au départ. Hein. Elle a fait... Enfin, elle est pas si petite, mais t'as fait droit quand même. Ouais, mais avant tout ça, moi, au tout début, à l'origine, dans les temps anciens, jadis. J'étais déjà ultra littéraire. Quand j'ai voulu faire du droit, mes profs m'ont dit va faire une prépa. J'ai dit non, j'ai pas envie, je veux être avocate. Mais t'es pas faite pour le droit, ça manque de créativité, etc. Okay. Alors j'aurais dit, à l'époque j'avais pas cette idée-là du tout, mais j'aurais dit je vais monter une entreprise, je vais me retrouver à gérer une fintech. Ouais. Ils auraient bien rigolé. Créativité, ça va aller. Je trouve ça trop con qu'on dise ça à des jeunes. Mais bref, vas-y, ok. Donc du coup, tu fais tes études direct après le bac, j'imagine. Ouais. En fait, on m'a dit t'es pas faite pour faire du droit, t'es trop littéraire. J'ai dit pas de problème, il y a une spécialité qui s'appelle propriété littéraire artistique. Je ferai ça. Ok. Je savais pas exactement ce que c'était, mais je ferai ça. Du coup, j'ai fait mes 5 ans de droit à Assas et j'ai effectivement fait le master propriété littéraire. C'est quoi, c'est de la propriété intellectuelle pour les artistes ou des... Ouais, c'est tout ce qui est lié à... on a parlé de marque, par exemple. On a parlé droit d'auteur. Ouais, ok. Brevet. La SACEM, tout ça. Non, ça c'est pour la musique, la SACEM, je crois. Ouais, c'est du droit d'auteur. Ça rentre dedans. Ouais. En gros, tout ce qui est création, donc littéraire, artistique, musical, cinématographique, brevet. Putain, encore un truc, excuse-moi la parenthèse, mais tout ce qui est artiste, tous ces gens qui sont créatifs et qui sont pas dans un côté business,
ils se font bananer parfois sur tous ces trucs-là, sur tout ce qui est droit d'auteur, Bah, d'où etc. l'intérêt d'avoir des personnes. Ouais, bien sûr, mais là, la mini parenthèse, parce que toi, tu t'adresses à des entreprises, est-ce qu'il y a des solutions qui s'adressent à même des indépendants, des artistes, des métiers créatifs, qui te permettent justement de protéger comme Octolo pourrait le faire et de... Bon, là, c'est de la prise de décision, toi, eux, ce serait plus de la protection. Ça existe, ça, ou pas? Alors, il y a une ou deux legal tech qui se sont positionnés sur la propriété intellectuelle, mais c'est plus. Enfin, une propriété intellectuelle, c'est tout ce qui regroupe l'idée artistique. Oui, oui, bien sûr, mais plein de particularités dedans, Mais j'imagine. c'est plus au niveau de. Par exemple, il y en a certains qui se sont mis dans la protection de ton œuvre, il y a la blockchain pour prouver, etc. Il n'y a pas réellement d'automatisation là-dessus. Ouais, t'es obligé, enfin... Bah, Même y a- un dépôt de marque, quoi. Tu le fais à l'INPI et that's it. Ouais. Non, mais vraiment, moi, je l'ai fait à l'INPI. Ouais. Indie ou Legal Place m'ont pas permis de le faire, je crois. Non. Enfin, je crois. Désolé, les gars, si, si je dis Non. Après, il y a mauvaises quand même infos. Dans l'automatisation, il y a une limite qui est la personnalisation. Ouais, bien sûr. Et quand tu parles de création artistique, souvent, tu vas parler de personnalisation. Donc, Je vais pas le lancer dedans parce que je me considère maintenant un peu artiste, mais surtout, je suis assez fan. Et bref, j'ai beaucoup de rêves, mais on va pas parler de ça. Je vais revenir à toi. T'as fini tes études de droit. ouais. Donc T'as j'ai fait passé le mon barreau? Ouais. Vas-y, continue. Bon, attends, je vais poser la question cash. Comment on passe pour que les gens comprennent? Parce que moi, il y a deux questions dedans, tu vas très vite comprendre. Un, comment on se retrouve à faire du droit et aujourd'hui on est entrepreneur? Tu vas nous raconter ça. Et surtout, deux, dedans, il y a une petite histoire où bah, tu étais plutôt scolaire. Tu as eu une très belle opportunité de faire, je crois que c'est un master aux US. Tu n'y es pas allé. Et aujourd'hui, on se parle dans le cadre entrepreneurial. Quelle a été l'importance de cet event dans ton parcours? Ça va, je te demande de résumer 3-4 ans en 2 minutes, quoi. Je sais pas si j'étais très scolaire, mais ouais, j'étais pas mauvaise. J'aimais bien. En fait, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire à fond et passionnée pour un sujet. J'ai fait mon mémoire sur Tintin, par exemple, donc je me suis passionnée pour Tintin. Ok. C'est des voilà. C'est une ref. Comme une autre. Effectivement, bah moi, en gros, j'étais mauvaise à l'école, au collège, etc. Ah ouais? Ouais, jusqu'à ce que en troisième, j'ai une prof qui était chargée de nous faire l'éducation civique. Ça la saoulait, c'était une ancienne avocate. Elle nous a parlé de son métier, elle nous a fait faire des débats. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Ok. Je veux devenir avocate et je suis devenue bonne à l'école. Bon, après, accessoirement, à partir de la troisième, ça devient un peu plus intéressant aussi. Mais bon. Oh, pas dit, mais quelle est la puissance d'avoir quelqu'un qui te met en L'importance confiance des et qui te profs. fait aimer quelque chose, c'est incroyable. Bah, si tu veux même Enfin, aller l'importance de l'humain, quoi. encore plus loin, c'est aussi, juste avant ça, une période où j'étais incapable de parler en public. Mais quand je dis en public, c'est parler dans ma classe. C'est toi qui J'étais m'as dit. extrêmement Tu m'as dit que je timide. suis timide. Bah, les gens le voient Extrêmement pas, timide. du coup. Donc... Extrêmement timide. Et j'ai une prof qui a pris ça en main. Je peux te dire, je l'ai détestée. Mais aujourd'hui, je la bénis. Ouais. Bon, bref. Donc, je voulais faire des études. Je voulais devenir avocate. J'ai fait mes 5 ans de droit. Je suis devenue avocate. J'ai pas exercé. Je voulais devenir avocate en propriété intellectuelle. Je suis devenue avocate en propriété intellectuelle. Bon, j'ai un peu hésité avec le pénal, mais bon, voilà ses défauts. Et ensuite, je passe mon barreau. Le barreau, c'est 2 ans d'études. Tu passes d'abord un examen. Tu ensuite... l'as eu du premier coup? Ouais. Aïe. Ouais, je suis pas très bon élève. Ouais, accessoirement, j'ai bien aimé le passer, cet examen. Non, mais de ce que je vois dans ce que tu es en train de me dire, c'est que t'aimes le challenge et que je suis sûr et certain. T'aimes faire la cuisine? Ouais. Non, mais je considère que si je te donne une recette et que je te dis mot à mot qu'est-ce qu'il faut faire, dans ta logique, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, sauf si tu me demandes de faire des meringues, mais ouais. Ouais, mais tu vois, la pâtisserie, c'est particulier. Parce que je trouve qu'il y a un jeu de texture un peu. Bon, bref, Okay. on s'écarte. Bon, mais ok, donc, je vois le mindset. L'école du barreau, donc tu passes l'examen. Ensuite, c'est 1 an et demi d'école avec 6 mois de stage en entreprise ou à l'étranger, 6 mois de stage en cabinet d'avocat et 6 mois de cours. Les cours, je les ai fait en alternance parce que on peut en reparler, mais il y a quelques petits trucs à améliorer dans la formation du barreau. Et ensuite, tu repasses un autre examen qui, lui, est facile. Tu as 90% de réussite ou 95 ou 98, contrairement à l'autre où c'est plus 15-20%. C'est pas un oral? Non, il n'y a pas d'oral. Il y a écrit oral dans tous les cas. Il y a écrit oral, ok. Et ensuite, il se trouve que je postule pour partir en LLM aux États-Unis. En quoi? LLM, c'est un master de droit. Ok. Où en fait, tu passes 1 an aux États-Unis
Et ensuite, ça te permet de passer le barreau aux États-Unis. Donc, j'avais le barreau de Et New York. d'exercer, d'être payé Et d'exercer, 300-400 et par an. effectivement, Ouais, ouais. très bien. Et d'exercer aussi bien en France qu'aux États-Unis. Mais en France, du coup, t'es mieux payé en plus. T'étais accepté où? À UCLA et Berkeley. Et il se trouve que j'avais choisi UCLA, une petite pensée pour Los Angeles. Ouais, en ce moment, les pauvres. On parle de ça, il y a eu des gros incendies ouais. au moment où on parle, mais ouais. Et donc, UCLA, j'avais négocié full bourse. Donc ça te coûtait rien. Donc ça me coûtait rien. Enfin, ça me coûtait la vie sur place, Ouais. ou des voyages, des trucs comme ça. Mais C'est combien l'année qu'on se rend compte? 50 000 Ouais, le prix d'une école de commerce en France. Okay. Sur 3 ans. Pour un an. Ouais. Welcome to the US. Ouais. Et surtout, ce qui était ouf, c'est que UCLA... alors, Berkeley, c'était plus Silicon Valley. UCLA, c'était plus accès au studio de cinéma. T'avais directement les producteurs qui venaient nous faire des cours. On avait des cours dans les studios. Enfin bref, un truc incroyable. C'est pas très loin, Berkeley, UCLA? Bon, c'est la Californie. Oui, c'est ça, mais je sais pas exactement. Bah, San Francisco et Los Angeles. Ouais, ok. Je suis un peu loin, enfin, à l'américaine. Pas le même climat. Bon, accessoirement, UCLA, il y avait la plage. J'ai jamais été à LA, moi j'ai toujours été à SF. UCLA, Berkeley. Spoiler, tu n'as fait aucune des deux écoles. Vas-y, raconte. Pourquoi tu n'as pas eu cette chance? Avant de partir, j'avais 6 mois de trou. Ouais. Et j'avais 2 choix. Soit je pouvais aller travailler avec le bâtonnier pendant 6 mois. Je sais pas si tu vois ce que c'est le bâtonnier, mais c'est grosso modo le chef des avocats. Aux US? Non, à Paris. Ok. Mais ça me parle en fait de nom, mais je sais plus dans quoi. Mais... historiquement, il avait un bâton de gouvernance, donc voilà. Mais donc sur les web. Donc c'est le chef des avocats et pendant 6 mois, j'aurais bossé un peu pour l'organisation de la profession et aussi potentiellement, je sais pas, du lobbying ou autre. Il y avait plein de sujets intéressants. Potentiellement aussi essayer de faire avancer un peu la dématérialisation et l'innovation pour les avocats, enfin ce genre de sujet. Tu l'avais déjà ça dans un coin de ta tête? Bah du coup j'avais déjà bossé dans la startup dans laquelle j'avais bossé, c'était une legal tech, donc j'avais déjà un peu ça, j'avais vu dans les cabinets. Non, c'était encore autre chose quand ok. C'est quand j'étais première année Station F. Et l'autre chose, c'est que j'avais cette petite idée derrière la tête qui était, il y a quelque chose à faire sur la démat. J'ai 6 mois de trou, pourquoi pas essayer? Bien sûr, c'est pas moi qui vais lancer une boîte. Je vais juste mettre en place une idée et recruter, je sais pas, un homme de 40 ans qui saura gérer une boîte. MDR, ok. Voilà. Bon, bah, spoiler, je suis encore là. Donc vraiment, à la base, tu t'es dit, j'étais la créa, je vais impulser l'idée et c'est... Déjà, j'allais dire, mais dans ta tête, c'était un mec, 40 ans. Je dis ça, ouais. Tu te sentais pas légitime? Non, moi, j'avais pas d'expérience dans la gestion d'une entreprise. J'avais des connaissances juridiques. J'avais... Alors, un truc quand même. Alors, on va revenir big up BNP. Aïe. Quand j'avais été dans la... Ouais, t'as vu ça, je suis ultra corporate. Vert et noir. Ouais, c'est aussi le logo d'Octolo qui est vert. Allez. Quand j'avais été dans cette start-up pendant mes études, on avait été accompagné par le Y de BNP Paribas. Et là, il y avait eu plein de formations. Et je me souviens très bien, quand j'ai lancé ma boîte, du coup, j'ai repris mes petites notes. Ok. Et il y avait plein de choses qui m'ont aidé, tu vois. Et il y a plein de choses tout au long des formations qu'on a pu faire. Et en fait, quand j'ai pris toutes ces choses-là, je me dis, mais en fait, je suis à même de créer une boîte. C'est pas si compliqué que ça de créer une boîte. À te projeter, en fait. T'arrivais à te projeter, pardon. Bah, en fait, c'est même pas une question. Alors oui, j'avais une idée globale qui me permettait de me projeter sur ce à quoi je voulais arriver. Mais en fait, gérer une boîte, c'est quoi? C'est faire face au quotidien, au jour le jour. Tu prends les choses comme elles arrivent. Justement, comment t'arrives à te dire, et tu le sais très bien et que je t'en ai parlé en off, comment t'arrives à te dire que t'as une très belle vision, très claire, mais qu'aujourd'hui, il faut que tu te focuses sur une victoire tous les jours, sur avancer, faire un petit pas après l'autre. Souvent, je dis ça, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont des idées, ils voient la vision, elle est tellement grosse, tu vois, ils voient la montagne, le point culminant, mais ils n'arrivent pas à voir le petit chemin qui permet d'y arriver en peut-être 3, 4, 5 ans, tu vois. Est-ce que tu as intellectualisé ça ou pas du tout? Il y a une chose, c'est sûr, c'est qu'on trouve que ça va jamais assez vite. Ok. Je suis peut-être un peu impatiente sur certaines choses. Oui. Clairement, j'ai envie d'aller vite sur plein de choses. Il y a des choses que j'ai envie qu'on réalise et ça me frustre qu'on puisse pas faire tout à la fois. Ok. En revanche, ouais, je me rends compte que, quand je regarde a posteriori, je me rends compte qu'en fait, j'avais une idée assez précise de toutes les étapes, de tous les jalons
Alors forcément, il y en a qui sont pas... Voilà, j'avais pas prévu, par exemple, qu'on devienne la solution de référence pour les bailleurs sociaux. Il se trouve que c'est le cas. Mais derrière, je m'étais dit, on va commencer avec les startups. On va commencer avec les startups. Ensuite, on va aller peu à peu vers les PME. Et ensuite, on va aller vers les grands groupes. Bon, là-dessus, c'est allé un peu plus vite. Mais en revanche, j'avais une idée de départ qui était... aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour la gouvernance. Tu as du vote, tu as des registres, tu as des réunions, tu as de la visio, tu as des data rooms, tu as des legal tech qui sont spécialisés dans l'automatisation de documents. Mais Il y a rien qui je rassemble trouve tout que... ça. En fait, c'est bien parce que c'était le début, parce que ça a été aussi la loi qui a permis peu à peu de dématérialiser certaines choses, les habitudes qui ont dû se faire. Mais il y a une chose, c'est que, en fait, quand tu as plein d'outils, tu finis par perdre du temps parce que tu dois remettre tes données, etc. Et je me suis dit, il y a une chose qui va forcément arriver, c'est que peu à peu, les gens vont chercher à regrouper ces solutions. Et donc, on va commencer. Ok. Les gens vont chercher à regrouper ces solutions, donc tant qu'à faire, pour moi, l'avenir, c'est de préparer une solution qui soit dès le départ plus globale que ce qui existe. Ok. Donc et dès le départ, je me suis dit, je veux ces 3 services pour commencer Octolo. Dès 2019, le départ, là, on est non, post-Covid. Post-Covid, ok, quand même. Okay. Et accessoirement, il y a eu le Covid, et donc j'ai vu aussi, il y a eu une vraie prise de conscience et un changement de mentalité des gens sur la dématérialisation. My bad, parce que je m'en mêle un petit peu sur la chrono. On est d'accord que juste avant le Covid, ça n'a pas fini, mais Berkeley et UCLA, c'était pendant le Covid. Donc en fait, tu n'y es pas allé à cause du Covid? Non. Berkeley UCLA, c'était 2021. Oh, bah ouais, donc juste après le Covid, ok. Enfin... En gros... Je veux comprendre une chose. Ouais. Tu m'as dit que tu avais quelques mois. Je veux comprendre. J'ai l'impression que pendant cette période un peu plus creuse, tu as commencé à penser à ton idée. Mm-hmm. Est-ce que dès le départ, tu avais ces 3 branches, les différentes étapes pour y accéder, ou est-ce que ça a pris du temps, ça a mûri en un an, tu vois? Alors oui, ça a mûri en un an, mais en revanche, dès le départ, je me suis dit, la gouvernance, c'est ces 3 choses-là. Okay. Parce que, en fait, pour moi, le cœur, c'est les assemblées générales, les conseils d'administration. Mais pour avoir ton assemblée générale, tu as besoin de savoir quel est ton historique, quelle est ta liste des actionnaires, donc ta table de capi. Pour avoir ta table de capi, tu as besoin d'avoir ton registre d'actionnaires pour savoir quel est l'historique. Et puis pour ton AG, tu as besoin d'avoir une data room avec des documents. Donc tant qu'à faire, on va automatiser une data room avec de la signature, ce qui va permettre de tenir d'autres registres. En fait, pour moi, c'est un ensemble, c'est assez logique. Après, tu peux aller plus loin et ajouter d'autres briques, mais pour moi, c'était ça la base. Que tu avais expérimenté en plus. Plus ou moins à certaines échelles, mais quand tu étais en start-up. Ouais, c'est ça. Ok. Après, je me suis pas dit, ok, j'ai cette idée, on y va, on lance. On a commencé d'abord à réfléchir à la solution avec, donc j'ai 2 associés, enfin même 3. C'est toi qui allais les chercher? Ouais. Ok. Tu es allé chercher les profils spécifiques? Un tech, un commercial et un autre tech qu'on a ajouté à l'actionnariat. Ok, d'accord. Au tout début, c'était le tech et moi, et au fur et à mesure, on a... des besoins. Voilà. Ouais. Et en fait, quand on a créé Octolo à l'été 2022, on l'a créé quand on a eu nos premiers clients. Ok, trop cool. On avait commencé déjà à développer la plateforme, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est créé, donc à 4 associés. Attends, est-ce que je peux dire une chose? Est-ce que chaque étape que tu as faite, il y avait une période de doute et tu t'es dit... genre, je suis pas sûr que ça marche, mais vas-y, on essaye. Et en fait, à chaque fois, t'es allé choper une victoire et tu t'es dit, ok, bah si ça marche, on va tenter ça. Je veux dire quoi? Je veux dire, tu t'es pas dit, il faut absolument que ça marche. Et donc, du coup, t'as peut-être moins mis de pression là-dessus, mais c'est ce qui t'a permis de continuer un pas après l'autre parce que t'as eu plein de victoires. Alors, pas tout à fait. Il y a 2 choses. La première... Décroise ses bras, ne sois pas ferme. La première, j'avais quand même refusé UCLA. Donc, j'avais envie que ce soit pour quelque chose. Okay. La deuxième, c'est que j'étais partie de cabinet d'avocat où j'aurais pu bien gagner ma vie. Alors, j'aurais pu y retourner, etc. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tu pars d'un cabinet d'avocat en disant « je vais monter ma boîte ». Au départ, ils rigolent un petit peu, tu vois. Tu dis non à combien en termes de salaire? Tu peux donner une tranche? Je sais pas, le dernier cabinet, le premier salaire auquel tu commençais avec 6 000. Donc c'est quoi? C'est 80 ou non, c'est déjà 80, 100K? Je m'en rends pas compte. Ouais, enfin 6 x 12 quoi. Ouais. Oui, plus les... Ah, t'étais 6 000 en brut? Ouais. Ah oui, bon, c'est pas pareil. Ouais, mais c'était le premier salaire. En France. Post. Non, mais oui, c'est énorme. Mais et tu serais revenu, t'aurais pu prétendre à plus, quoi. Ah, après UCLA, ouais. Ouais. Le truc, c'est que. Donc, déjà,
j'avais refusé UCLA. 2, j'avais pas envie de revenir dans un cabinet d'avocat et qu'on se dise ouais, t'as fait quoi pendant ce temps? Ah, t'as voulu monter ta boîte et ça a pas marché. La nana, elle a un ego et en plus, elle est pas capable derrière. Tu vois, C'est trop. c'est marrant, hein. Alors Mais que tout le vraiment. monde le valoriserait de ouf, peut-être plus que Mais je me suis dit, l'UCLA. tu vois, t'as le droit de te rater, parce que franchement, le nombre d'entreprises, de startups qui se ratent, mais t'as le droit de te rater, mais en réussissant un minimum. Et tu penses que même si tu n'avais pas eu de clients, ça aurait pas été une réussite pour toi? Donc, c'est-à-dire d'apprendre, d'essayer de monter un produit, d'aller chercher. Pour moi, personnellement, si, puisque dans tous les Mais cas, pas aux j'en ai yeux appris des des gens. choses. Mais aux yeux des gens et pour, disons, ma carrière ou autre, non, Donc, il la fallait que je réussite réussisse un minimum. sociale était importante quand même. Bah, Quand je dis social, c'est pas forcément milieu social, mais professionnel, on va dire. Reconnu par tes pairs. alors, Tu avais besoin de prouver à ces anciens collègues qu'ils avaient tort de croire que tu prenais... non, mais forcément, j'avais envie de prouver que j'étais... Enfin, une fois que j'avais décidé de le faire, j'avais envie de le faire bien et j'ai envie de Ok. réussir. C'est pas... Voilà. Puis en plus, moi, tu me dis c'est pas possible ou tu vas pas y arriver, j'ai encore plus envie d'y arriver. Ok. Tu me fermes une porte, je passe par la fenêtre. C'est un Non, peu... mais je vois très bien. Ok. Mais j'avais droit de me rater, mais en réussissant un minimum. Et à côté de ça, moi, ce qui a vraiment été le déclic et le moment où je me suis dit, on ne peut pas se rater, c'est le jour où mon associé est devenu papa. Ok. Et ça, il se disait, enfin, c'est pas lui qui se disait, mais son entourage commençait à lui dire, ouais, est-ce que tu devrais pas prendre un job? Parce que quand même, bon, ton Stabilité, salaire, t'étais mieux payé et mm. tout. Et il dit, non, moi, j'y crois, j'ai envie qu'on y arrive. Et je me dis, ok, les gars, aujourd'hui, on ne peut plus se rater. On est sur une bonne intéressant, lancée ça. et on va y arriver. Le fait que d'autres personnes te rejoignent et comptent sur toi et ton projet, il y a un double message, je pense. Dis-moi si je me trompe, mais il y a un message où tu te dis, ok, ça veut dire que mon projet, il a un potentiel et ok, je le vois, mais d'autres personnes le voient. C'est déjà une étape. Mais en même temps, il y a une responsabilité de te dire que ce que tu as vendu, c'est pas du vent et que tout ce que tu as dit, tu es aligné à 100%. Et tu vois, une responsabilité d'honnêteté à 100%, etc. Euh, Je dis pas que si demain la boîte ferme, tu leur donnes toutes tes économies. Non, alors, une chose qui est sûre, c'est que je suis pas toute seule, c'est une entreprise. Donc, ce qui compte, c'est que L'entreprise fonctionne. ça fonctionne et que chacun s'en sorte bien. C'est aussi pour ça que j'accorde de l'importance aussi à la manière dont on travaille, la manière dont on s'organise. Pour moi, monter une entreprise sans que les gens se sentent bien dedans, ça n'a pas de sens. Ok. Enfin, dire que tu veux révolutionner le monde et maltraiter les gens autour de toi, c'est pas une solution. Ça, c'est la première chose. La deuxième, t'as dit, c'est important que les gens croient en toi. Alors, c'est important pour te booster, mais pour moi, c'est pas ça qui fait le succès. Ok. On a beaucoup trop d'entrepreneurs qui pensent que leur boîte va fonctionner parce qu'autour de toi, on dit ouais, c'est super intéressant, mais derrière, personne ne devient client. Moi, ce qui me fait dire qu'il y a un succès, c'est quand t'as des clients, tes clients sont contents et qu'ils te recommandent. Ok. Enfin, en tout cas, un succès au niveau entrepreneurial. La satisfaction de ton client est plus importante que la satisfaction de tes employés? Bon, c'est une drôle de question. Je sais. Je vois pas pourquoi les deux ne seraient pas satisfaits. Bah, et c'est quoi la priorité pour toi? Tu peux Pour- très bien avoir une boîte good vibes et qui ferme 3 mois plus tard parce qu'il n'y a pas de clients, tu vois. Ou que le produit est merdique. Pour moi, ça va ensemble. J'ai envie de comprendre, toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est... Pour moi, ça va ensemble. C'est-à-dire Je suis que... pas d'accord. Et tu peux avoir des clients qui sont satisfaits et une ambiance de merde dans Oui, une mais boîte. sauf que pour moi, ça va ensemble. Pour moi, si tu as des salariés qui sont contents, ils traiteront mieux le client. Et si tu as des clients qui rentrent et qui sont contents, bah, tu paieras mieux tes salariés, donc ils seront aussi plus contents là-dessus. Enfin, tu vois, c'est un ensemble. Je suis tellement pas d'accord avec toi. Enfin, j'adore l'idée que t'as. Après, t'as Des mecs qui font plus d'argent demain, ils sont propriétaires de la boîte, ils se versent des dividendes. Fin de l'histoire, il n'y a pas de on augmente les salariés ou quoi. Ah non, mais bien sûr, enfin, Ça dépend de qui. t'as aussi des boîtes qui marchent super bien, où ils traitent super mal leurs employés, mais moi, Bien ça me sûr. fait pas rêver. Ok, donc on est d'accord. Ma question était mal posée, mais en fait, la satisfaction de tes clients est autant importante pour toi que la satisfaction de chaque personne en interne. Ouais. Après, il y a forcément des moments où, je sais pas, t'as un client avec une deadline et tu dois bosser comme un malade, bah ça fait pas partie de ton bien-être personnel de Bien bosser sûr. comme un C'est malade. une prio à En l'instant revanche, T. c'est des priorités qui vont ensemble. Mais ça te ferait chier qu'on arrive à gérer ce rush pour un client et que ce soit aux dépens de la santé mentale d'une de tes employés ou d'un de tes employés, quoi. Tu Voilà, vois ce que je veux dire? ce serait me brûler mes cartes, enfin, au Ok. sens où... Alors, tu parles de la santé mentale de mes employés, si t'as envie qu'après ils soient en arrêt et qu'eux ils se barrent et que... enfin, Non, mais ok. Non, mais je vois. Tiens, attends, je te pose une autre question là-dessus. Vous êtes combien là chez Octolo? on est 7.
T'as fait combien de recrutements depuis le début? Il y a eu des Euh, stagiaires, il y a eu des... ouais, Ma question est toute simple, ouais. sans rentrer dans les détails, mais enfin du combien et tout. Est-ce que quand tu recrutes quelqu'un, tu le recrutes pour ses compétences ou est-ce que tu le recrutes pour son potentiel, sa courbe d'apprentissage? Bah, ça dépend Des des postes? profils, des postes. Euh, une erreur que j'avais faite, c'est un de mes premiers recrutements où on avait vraiment choisi la personne qui cochait les cases. Ça n'a pas fonctionné. Ok. Alors que derrière, un recrutement qu'on avait fait que j'ai adoré, c'est une personne qui, on lui avait plutôt dit non au départ et elle nous a poursuivi pour qu'on la prenne. Ah ouais, Et en fait, trop heureuse parce que elle était ultra motivée. Je pense que la motivation, ça te permet de ça garde. t'améliorer à... Oh, damn. Pardon, excuse-moi, la motivation, La mais... motivation, ça te permet de t'améliorer. Enfin, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais, de prendre Mais du tu vois, plaisir. là, on recrute 4 personnes cette année. Hmm. Il va y avoir des commerciaux, bizdev. Euh, C'est pas les mêmes attentes que... c'est pas les mêmes attentes, c'est pas la même chose, mais soit tu cherches le mouton à 5 pattes, alors ça, quelqu'un qui est commercial, qui a fait du droit, qui comprend ce que tu fais, je sais pas, qui a une expérience entrepreneuriale, enfin bon, bien sûr. Ou soit tu choisis quelqu'un qui a les crocs, qui a envie d'y arriver et qui croit. L'écro, c'est plus important que la connaissance de ton produit, même, Tu par peux exemple. si t'as envie, tu peux apprendre. Et comment tu captes l'envie en entretien? Ah, c'est une bonne question. On en reparle dans un an. Non, mais ok, bon. Et en même temps, c'est pour les personnes qui entreprennent, qui recrutent, qui nous écoutent, mais c'est aussi pour potentiellement des personnes qui veulent demain rejoindre Octolo. C'est quoi le truc qui... Enfin, on l'a compris, pour rejoindre Octolo, t'as besoin d'être sharp et bon, mais surtout, t'as besoin d'avoir les crocs. C'est ça que t'as dit. Je Ouais. entends l'expression. Ouais. Je pense que À l'heure actuelle, si vous êtes la 200 curiosité, demain... la curiosité et l'envie d'apprendre. Attends, je te lance sur une dernière chose. Moi, je considère que dans la vie, tout le monde met des masques. Qu'au travail, on met des masques avec la famille, les amis, etc. Est-ce que tu as réussi, est-ce qu'il y a un petit tips comme ça, après avoir bossé en plus avec des personnes, tu vois, très éclectiques en termes de profil dans ton parcours, euh, comment tu arrives à lire en dessous d'un masque d'un point de vue pro et de te dire, bah là, je vois très bien qu'il est en train de me montrer qu'il a les crocs, mais juste parce que le salaire il est bon et qu'il va avoir les crocs pendant juste 2 mois, et quand ce sera fini la période d'essai ou quoi. Tu vois, je sais que ça relève aussi de l'intuition, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées, des codes qui sont trompeurs? Bah, je pense que c'est un risque à prendre, mais derrière, je sais pas, enfin, je sais pas, je vais te dire peut-être des choses assez basiques, mais typiquement, tu vois si la personne s'est réellement renseignée sur l'entreprise, tu vois si la personne est capable de, alors même qu'elle connaît pas le sujet, de te pitcher la boîte, tu vois la manière dont tu lui poses des questions sur d'autres sujets, tu vois si elle s'intéresse, c'est pas juste, enfin, quand tu T'essaies de creuses un petit peu, capter tu peux... l'intérêt intrinsèque de la personne, en fait. Ouais, après tu te renseignes aussi éventuellement auprès de tes anciens employeurs ou autres. T'as Et chié puis un de toute façon, recrutement? Ah bah oui, tu m'as raconté déjà, oui, c'est vrai. Ouais. Puis après, au pire, t'as la période d'essai. Hein. Non, bien sûr, je sais, mais je trouve ça tellement dur, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que c'est... Bah, du coup, c'est biaisé, j'allais dire, c'est quoi la partie la plus dure en tant qu'entrepreneur sur laquelle t'as pas de théorie, quoi. Il y a pas de théorie, je veux dire, je vois des startups, elles recommencent à recruter un DRH quand ils sont 200 ou 300. Je crois que c'est un peu tard, tu vois. Et en même temps, est-ce que même un DRH veut dire qu'il est expert RH, quoi, ressources humaines, l'humain? Qui peut se dire être expert en l'humain, quoi? Bah, il y a plusieurs choses. Moi, il y a quand même plusieurs choses. Dans l'entrepreneuriat, déjà, tu ne connais jamais tout et tu te formes forcément sur le sujet. Et de toute façon, a priori, si tu es là pour innover, bah forcément, dans la partie innovation, tu as la partie découverte. Donc, tu auras forcément des Le bonnes droit à et des l'erreur. mauvaises Ok, surprises. ouais. Mais du coup, il y a une chose qui compte, bah, c'est de bien t'entourer. Donc, aller poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Mhm. Éventuellement, écouter les podcasts qui peuvent servir. Bon, là, je te fais de la C'est pub. sûr, moi, je dis ça comme ça. Bah non, faut dire le mais- podcast dans la tête d'un CEO. Dans ce... Mais je savais que tu allais le dire. Mais en revanche, surtout bien t'entourer. Alors, ça peut être au niveau de aller chercher les bons investisseurs qui vont savoir te conseiller. C'est faire partie de réseaux d'autres entrepreneurs. Moi, je fais partie de Sista. J'ai aussi fait partie de Willa. C'est des entrepreneurs qui partagent. C'est Tatiana qui me parlait tout à l'heure. De Sista. Ensuite, là où on a de la chance en France, en tout cas, ou en tout cas à minima à Paris, c'est que je trouve qu'on a quand même un réseau entrepreneurial qui est assez fort. Et tu as la possibilité assez facilement, si tu te bouges un minimum, d'aller voir des personnes qui t'apprendront des choses, qui t'aideront. Pourtant, t'es timide, non? Ouais, mais t'as pas... En fait, tu parlais de masque.
Je pense qu'en tant que CEO, à un moment donné, j'ai pas le choix. Je suis obligée d'oublier que je suis timide. Parce que ce que tu viens chercher est plus important que ta condition d'être timide, quoi, à l'instant T. Ouais. C'est ça, quand je dis ce que tu viens chercher, c'est Ouais. tu t'en fous presque de te mettre à nu devant la personne parce qu'en fait tu veux aller chercher une info. Est-ce que dans les personnes que tu as rencontrées, dans ces gens-là, dans ton parcours entrepreneurial, en fait c'est compliqué, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de déclic, toi tu l'as eu un petit peu donc avec les US et tout, mais après ça a été, enfin ne pas avoir fait les US et aussi ces expériences avant, mais une fois que tu as créé Octolo, est-ce qu'il y a une rencontre. Et quand j'ai une rencontre, la personne est peut-être même pas au courant, c'est 3 Slack que vous avez échangés, mais tu vois, ou 3 messages LinkedIn, mais il y a une sorte de conseil, je sais pas, un échange qui t'a permis de passer un cap, qui t'a permis de passer des barrières mentales, par exemple. Ah, tu sais pas. Non, déjà, j'ai toujours... Tu peux parler de notre rencontre si tu veux. Hein, mais... Tu m'as marqué à vie. Traumatisée. Non, déjà, tout au long de mes différentes expériences professionnelles, j'ai toujours eu une personne qui m'a accompagnée ou marquée. Ça va être un avocat qui m'a fait confiance, je sais pas, en L2, en droit pénal, qui m'a dit d'écrire des conclusions. Ça va être en L3, l'avocat qui m'a confié son AG. Ça va être chez Accor, le directeur juridique qui m'a laissé la main complète. Et pendant 1 mois, j'ai été en charge de la propriété intellectuelle monde du groupe, alors que j'étais stagiaire. Ça va être chez Gide, pareil, un avocat qui m'a confié des conclusions. Ça va être quand j'étais, Arnaud dans la première startup dans laquelle j'ai travaillé. Et puis, je pense que plus que tout, les investisseurs que j'ai aujourd'hui, en particulier Olivier Guillaumin, il m'a donné une confiance en moi que j'aurais probablement pas eu s'il m'avait pas dit, mais en fait... C'est ça la plus belle valeur de toutes ces rencontres, c'est de te mettre toi en confiance pour exprimer ton potentiel. C'est me pousser hors de mes retranchements. Ok. Parce que comme tu me donnes ta confiance, j'ai envie d'être à la hauteur de cette confiance. Je vois très bien ces choses-là, ces rencontres-là. Est-ce que, donc là tu m'as parlé de L2, L3, je me dis quand tu es allé chercher des jobs avant de monter Octolo ou même tes stages, est-ce que tu es allé chercher ça dans les recrutements? Te dire, bah, je veux pouvoir me projeter et en fait faire en sorte qu'une des personnes que j'ai rencontrées en entretien, ça sera mon mentor plus tard. Genre, est-ce que tu es allé le chercher ou est-ce que c'est juste un beau hasard? Je pense que quand tu choisis un job et que tu as la possibilité de le choisir, tu choisis en fonction des personnes. Je sais que c'est une question que t'aimes bien. Ah ouais, bah alors, et la réponse est archi pas ça. Enfin, moi, je pense que les gens choisissent 10 fois plus en fonction de leur salaire et du statut social que les gens avec qui ils vont bosser. Moi, c'est mon avis, ça. Mais... Tu vois, en fait, quelquefois sur le papier, tu disais les gens mettent des masques, mais pareil dans les offres d'emploi. Sur le papier, un job peut être super, mais si tu travailles avec des gens pourris, tu vas te retrouver à faire des photocopies. Et puis même, travailler sur un super produit, mais dans une ambiance de merde, ouais. Enfin, pour moi, ça de ton quotidien. Ça marche pas, quoi. Voilà. Après, pour revenir à ta question, je pense que moi, ce qui me fait me lever le matin, ce qui me fait me dire que j'ai fait le bon choix sur l'entrepreneuriat, tu sais, quelquefois, tu te dis, je sais pas, peut-être que tu te réveilles de temps en temps et tu te dis, est-ce que vraiment je suis en train de faire quelque chose qui sert? Est-ce que je suis... Est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur moyen de changer le monde? Ok, donc c'est l'ikigai, c'est être vraiment aligné entre ce que tu fais et ta mission, quoi. Interne. Et tu vois, quand j'ai des... Moi, mon truc préféré, c'est que c'est les retours de mes clients. Et c'est quand j'ai, je sais pas, un entrepreneur qui commence, pas forcément, ça peut être quelqu'un qui me rapporte pas grand-chose financièrement, mais qui me dit, en fait, tu sais quoi, je me faisais un monde d'organiser mon assemblée générale. L'année dernière, j'y ai passé un temps pas possible, j'étais en retard. Là, on a mis 20 minutes, je savais pas que ça pouvait être facile, donc merci. Ou quand t'as un grand groupe qui te dit, bon, un des highlights de l'année, c'était un gros groupe qui m'a dit, on a eu des mauvaises expériences de dématérialisation, je suis pas sûre de signer, ça va prendre trop de temps, on sera pas prêt pour la saison des AG machin. Et je leur ai dit, ok, je vous propose un truc, vous me paierez. Si et seulement si vous Une êtes fois que c'est installé, okay. Vous allez voir qu'on va le faire dans les délais et on verra si vous êtes satisfait. C'est mes meilleurs... Mais c'est de la confiance, là, encore. Mais là, t'as déjà assez confiance en toi pour leur dire, vous inquiétez pas. Et c'est drôle... Mais aujourd'hui, c'est mes meilleurs prescripteurs. Hein. Non, mais j'en doute pas du tout, parce qu'en plus,
t'avais raison d'avoir confiance en toi. Je crois que est-ce que c'est pas à ce moment-là où les gens, tu sais, quand on voit le fake it until you make it de manière très péjorative, je trouve, en France versus aux US, est-ce que c'est pas là le truc de dire, écoute, j'ai pas encore les ressources, par contre, fais-moi confiance. Bon, parfois, il faut avancer la trésor et après, je te rembourse si t'es pas content. Mais en gros, je l'ai pas fait, mais je sais que je peux le faire. Et je trouve que ce truc-là, beaucoup l'ont en tant qu'entrepreneur, beaucoup d'artistes ou d'athlètes. Et j'ai l'impression que tu passes une barrière mentale, tu sais, dans ta tête, mais tout le monde l'a pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas fake it until you make it. Parce que si tu l'as pas, moi je le dis que je l'ai pas. Ouais, Je dis mais que je tu peux peux le faire. l'acquérir. Oui, dans ce cas, je vais jamais te vendre du rêve en disant tiens, ouais, pas de problème, on a cette fonctionnalité alors qu'on l'a pas. Ok. En revanche, je vais te dire, Je vais mettre on tous l'a les pas, efforts mais en pour. revanche, on a la possibilité de le faire dans tel truc sous le monde. Là, c'est possible. Donc c'est pas fake it until you make it, c'est crois malgré tout en toi. Si tu as déjà commencé à constituer quelque chose, tu peux aller plus loin. Chacun a des capacités insoupçonnées en soi. Ok. Ça, c'est sûr. C'est pas fake it, c'est pas le bon. Non, on Parce que t'as des galvaude un personnes peu qui ce fake truc. it au sens où, effectivement, ils vont faire croire plein de choses, et c'est pas le cas. Et je pense qu'en tant que femme entrepreneur, c'est un peu le biais qu'on a, c'est que souvent, on va pas fake it until you make it. On attend d'avoir le truc parfait avant de dire que on a quelque chose. Mais je pense qu'il y a un juste milieu, en revanche. Ouais. Ce que toi, tu dis, c'est que tu fakes pas. Tu es très transparente. Par Ouais. contre, tu es aussi au courant et consciente de ta capacité à faire. Et pire, Dans la s'il y a un capacité de mon doute... équipe. Oui, non, mais toi ou ton équipe. Mais... Ouais. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'au final, je pense que tu peux parler de sujets techniques, tu peux parler d'une nouvelle prod technique, enfin, tu vois, un nouvel outil, en fait. Tu sais pas le faire toi, mais tu sais que tes équipes vont pouvoir le faire. Par contre, ce en quoi tu as confiance, c'est ton équipe, et deux, j'ai l'impression c'est vos process d'exécution. C'est ce dont on parlait au tout début, non? Ouais. Bref, je suis en train de m'écarter de ouf. Attends, je vais te poser une question, elle m'est sortie de l'esprit, là. Ouais, j'allais te demander, enfin là, on est un peu dans cette thématique, c'est quoi la limite Ok, je vais refaire différemment. Maintenant que tu es CEO, c'est quoi les choses que tu t'es pas autorisé de faire ou de rêver avant, et aujourd'hui, tu te dis « je peux ». Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Est-ce que le fait d'être CEO, de faire un métier aussi complexe et qui demande autant, et de le faire avec brio et succès, en tout cas, je te le souhaite, est-ce que ça t'a permis de développer des... même dans ta vie perso, tu vois, mais des barrières mentales, quoi? En tout cas, j'ai appris des choses, ça c'est sûr. J'ai surtout appris à ne plus avoir peur, plus être timide, donc dépasser plein de choses. Je pense qu'il faut... C'est un truc qui fait rire les gens à chaque fois, c'est que je suis allée pitcher... la dernière fois, à Vivatech, j'étais allée voir Macron, où j'ai pitché devant Bruno Le Maire. Et en fait, une fois que t'as fait ça, tu te dis, bon, bah, en fait, après, voilà, t'as rien à perdre. Au pire, ils t'auront oublié, et voilà. T'as sûrement oublié. Là-dessus, oui. T'es pas obligé de le dire, ça, mais... Non, mais du coup, c'est... en fait, ose et t'as rien à perdre. Après, du coup, est-ce que ça m'a débloqué des barrières mentales là-dessus? Oui. Bah attends, ose et t'as rien à perdre. Quand tu me parles de timidité, c'est un peu l'inverse. Donc j'ai quand C'est même ce le que je t'ai dit, c'est que du coup, j'ai vaincu ma timidité. Enfin, elle est toujours là, mais elle est bien planquée. Tu la caches ou t'en es consciente, et à l'inverse, ta timidité, dans des cercles sociaux qui sont plus, tu vois, qui relèvent du perso, donc t'as pas un intérêt pro, bah tu choisis de pas y être. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça fait c'est devenu un peu une force, au sens où, tu sais, c'est un peu comme si tu demandes à quelqu'un qui fait un one-man show s'il est stressé, habituellement, s'il te répond... Enfin, souvent même les plus grands te répondront oui, parce qu'en fait, c'est un moteur. Le jour où t'auras plus rien à faire, ça devient un problème. Le jour où t'es pas stressé, c'est le jour où t'en as plus rien à faire, et c'est mauvais pour... Et du coup, bah moi j'ai toujours je le prends comme ça. Mais il y a des moments où tu choisis de exprimer ta timidité, quoi, et te dire, bah là, j'ai pas envie de faire d'efforts, je reste en moi, enfin, tu vois, toute seule ou quoi. Et ça, en fait, c'est... En gros, ce que j'essaye de dire dedans, c'est que j'ai l'impression que l'entrepreneuriat t'a permis aussi de te découvrir, de découvrir potentiellement une de ses forces, qui est de vaincre ta timidité. Pour autant, tu me dis que ta timidité fait partie de toi. Comment t'arrives à jongler entre ça? Est-ce que la Inès à la maison, elle a rien à voir avec la Inès au bureau? Je pense que j'ai plus besoin de prendre du temps, des temps d'introspection en allant marcher ou tu vois, en allant un peu dans la nature.
Ok. Je dirais que maintenant, ça s'exprime comme ça. Mais ça fait aussi partie de l'équilibre dont tu as besoin entre ta vie pro et ta vie perso et les moments où tu as besoin de souffler. Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'enchaînements sans pause. Tu enchaînes constamment des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Bon, après, on a de la chance, nous, il y a pas mal de hauts. Mais je sais qu'à un moment donné, il y aura probablement des gros bas. Il n'y a pas eu de bas encore. Comment ? Le plus gros bas, c'est le recrutement qui s'était pas bien fait. C'est tout ça. C'est juste ça, pardon. Ouais, pour le moment. Après, t'as plein de petits, tu vois, t'as la fonctionnalité qui sort pas à date, ou t'as ce genre de choses. Mhm. Mais globalement, on a une belle aventure et j'ai de la chance. Je regardais là un petit peu nos notes. Tu sais, c'est un truc tout con, mais je me souvenais plus, mais dans tes statuts, il y a écrit société à mission. Ouais. Tu te souviens? Ouais. Pourquoi? Je risque pas de l'oublier. Non, mais tu te souviens qu'on en a parlé, je veux dire. Ouais. Ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure. On n'a pas une solution, on va pas être classé comme solution à impact, tu vois. Ok. Mais on veut avoir de l'impact. Et donc, quand on a créé l'entreprise, on s'est posé en équipe et on s'est dit, voilà, à quoi est-ce qu'on a envie d'arriver? Qu'est-ce qui compte pour nous au quotidien? Qu'est-ce qu'on aimerait insuffler en plus que simplement un outil? Mhm. Et du coup, on a défini ces missions-là. Donc, c'est avoir une plateforme qui a un impact numérique responsable, c'est permettre d'inclure des publics éloignés du numérique, c'est améliorer la place de la femme dans l'entrepreneuriat, c'est aider les jeunes entrepreneurs, c'est plein de sujets comme ça. Et en fait, en les inscrivant, disons, officiellement dans nos statuts, nous, ça nous oblige à les respecter, mais deux, ça nous permet aussi de les mettre en avant, par exemple, face à de futurs investisseurs, s'assurer qu'on est aligné et justifier potentiellement de développements qui ne seraient pas justifiés économiquement, mais qui le sont parce que c'est dans nos statuts. Je sais pas, typiquement, on n'a pas forcément beaucoup de malvoyants qui vont utiliser la plateforme, mais pour autant, la développer pour des personnes malvoyantes, ça fait partie de nos... Pourquoi le fait de... C'est ton envie, mais est-ce que c'est une manière de te protéger, de te dire j'ai peur qu'un jour, si je suis plus à la tête de cette boîte, que j'ai step down ou quoi, ou qu'on a revendu, qu'on perde ce côté éthique, ce côté mission, ce côté impact sur notre société? De toute façon, le jour où éventuellement on part, tu peux toujours remodifier les statuts. Oui, hein. c'est vrai. Mais bon, même si c'est pas les assemblées générales qui nous font peur. Mais, Oh, la blague. mais tu vois, en fait, ça nous permet, par exemple, on en discute au moment d'un recrutement. Ok. Donc ça permet aussi d'apporter cette discussion. Après, il y a du... Moi, on me dit ça en recrutement, même si j'en ai rien à foutre, je vais pas dire que j'en ai rien à foutre, tu vois. Je trouve que c'est de la bien-pensance. Je sais pas, ça se dit, ouais. Après, tu peux peut-être toujours moyen de creuser un petit peu. Hein. Je vais te parler de 2 sujets avant de terminer. J'ai une première question toute simple, et après, on va parler des femmes dans l'entrepreneuriat. Je veux juste savoir, est-ce que tu considères que tu as plus stressé, c'est aussi des moments de vie différents pour toi, et de maturité, mais à la tête d'Octolo ou en train de passer ton barreau, ou de play à UCLA, Berkeley, je sais pas comment ça s'est passé ça, mais... Je parle de stress, hein. Je parle de stress et de confiance en toi, qui pour moi sont liés les deux d'ailleurs. La différence, c'est que les stress de passer un examen ou autre, c'est quelque chose qui est temporaire. Le stress de gérer une entreprise, c'est plein de petits stress accumulés. On va pas se le cacher. C'est sûr, il y a plein de moments. Enfin, je peux être super géante. Hein. Merci, non. mais c'est pas ce que j'allais dire. Non, ce que je veux dire, c'est que je dirais pas ça comme ça. Il y a beaucoup de stress. Non, au contraire, il y a beaucoup de stress. Je pense que j'intériorise. Okay. Et j'ai pas forcément envie qu'il rejaillisse sur l'équipe. Mais c'est pas pour même autant si on en qu'il est discute pas là, quand même. Ouais. Mais en revanche, c'est sûr que tous les stress que j'ai avec Octolo, c'est des stress que j'aurais pas eu par ailleurs et que j'aurais certainement pas eu dans ma vie d'entreprise, en cabinet ou autre. Parce que même s'il y a des stress, c'est moins... Là, j'ai des personnes dont je suis responsable, j'ai des clients qui nous font confiance, j'ai cette envie de répondre à cette confiance-là. Est-ce qu'il n'y a pas le fait que tu joues pas sur un instant T? Tu sais, quand tu dis que c'est temporaire, ouais. Moi, ce que je trouvais fou avec l'école, les examens, ok, si t'as eu la chiasse toute la veille, qu'est-ce qui se passe? T'es mal sur ton examen et c'est terminé? Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, au taf, tu peux arranger ça, etc. après, quoi. Tu sais quoi, l'épreuve du barreau, le CRFPA,
Quasi, il y a eu la plus grosse épreuve, la plus dure, celle qui compte le plus, elle dure 5 heures. C'est la note, comment ça s'appelle? Enfin, la note de synthèse. En Ouais, gros, on te donne ok. un tas de docs que tu dois résumer de manière intelligente. Et il se trouve que j'ai été malade pendant 1 heure sur les 5 heures. Mais voilà. Et bah écoute, c'est l'une des épreuves que j'ai le mieux réussi. Ah ouais? Parce que c'est une note de synthèse et j'ai été très synthétique. Ah oui, ok, d'accord, je vois. Non, bref. Mais tu vois, ce truc de devoir performer, en fait. J'ai l'impression qu'en tant qu'entrepreneur, tu performes au quotidien. Ouais. J'ai l'impression qu'à l'école, tu dois performer à des instants T. Et moi, c'est ce truc de cet instant T Ouais. qui me mettait encore plus de pression, tu vois. Et pareil, d'ailleurs, pour les entretiens. Non, parce que le barreau, au pire, tu le repasses. Ouais, enfin bon, Je ça veux fait dire, 2 ans que tu bosses pour ça, c'est non, mais ça, c'est pas... ouais, ou 1 an, t'as un peu Enfin, c'est un examen quand même, quoi. Il y a... Écoute, il y a, je crois, je sais plus les chiffres, je crois que c'est 20% de réussite du premier coup. Ok, donc en fait, t'es plutôt rassuré sur l'idée C'est pas que ça, si tu te tu dis, l'as bah, au pas, pire, tu c'est le normal. repasses, tu vois, t'as le droit de le Ouais, passer 3 fois. ok. Voilà. Ah, Bah, c'est après, ouf. tu mets tout pour et t'as certainement pas envie de repasser ton été entier à peaufiner une matière par semaine. Mais Et tu préférais le stress ponctuel des études ou tu préfères un stress continu comme celui de Doctolo? bah, je pense que je vais dire les choses différemment. Allez, dis-les. Avec Octolo, ce que j'aime bien justement, c'est que je découvre tous les jours des nouvelles choses. Et que du coup, bah forcément, il y a aussi tous les jours des nouveaux stress, Mhm. mais c'est jamais pareil. Et je Ok. pense que c'est quelque chose aussi qui fait qu'on choisit l'entrepreneuriat. Certes, t'as des stress, etc., mais derrière, c'est tellement incroyable l'aventure que tu peux vivre, c'est tellement incroyable de te dire, j'ai monté une entreprise, j'ai une solution qui change un petit peu le quotidien de certaines personnes, et bah en fait, ça vaut le coup. Ouais, le Alors, de temps en temps, bonheur, je te dis pas, quand au mois de juillet, et que mes potes prennent 2 mois de vacances en étant mieux payés que moi, je me dis, ok, qu'est-ce que t'as fait? Mais en attendant, genre, c'est incroyable. l'argent, c'est pas du tout un sujet, un moteur. Et quand tu te compares à tes potes qui gagnent, tu vois, à la trentaine mieux que nous, on peut dire, ça, Bah, ça va, t'es sereine sur l'avenir, en fait. je vais pas te dire que j'ai pas envie de sortir mes billes et de gagner de l'argent, etc. Mais c'est pas le moteur premier, parce que sinon, tu te lances pas dans l'entrepreneuriat. Enfin, je trouve que, bien sûr, il faut avoir envie de réussir et de réussir financièrement aussi. Euh, Mais vu le nombre de startups qui se ratent au départ, tu te lances pas en faisant une priorité unique. On a croqué le temps, je suis désolé. J'ai cette question qui m'est très importante. Très important. Bref, ok. J'étais en mode, on fait la liaison, mais oui, ça marche. Je vais te poser la question. Je crois pas que tu sois maman, mais si demain tu l'es, ou si demain tu as des étudiants qui sont intéressés par l'entrepreneuriat ou autre, j'aimerais savoir, est-ce que tu diras à ces filles-là, il va falloir que vous fassiez plus que les autres, ou est-ce que à l'inverse, la stratégie, parce qu'elles sont des femmes, ou est-ce que tu leur diras à l'inverse, tu peux entreprendre comme n'importe qui, en fait, il n'y a aucune différence. Est-ce que tu vas leur faire comprendre cette différence ou pas? Moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis pas dit ça va être différent parce que je suis une femme. Déjà parce que je ne savais pas que ça allait être différent. Ok. J'avoue que même le discours qui disait ouais, c'est plus dur parce que t'es une femme, ça m'énervait, je trouvais que c'était pas... Sauf qu'en fait, tu regardes les chiffres des levées de fonds des femmes, et là, tu te dis, ok, Ouais, il semblerait qu'il y ait un il hic. semblerait qu'il y a un gros problème. Hmm. Ensuite, t'as tes rendez-vous, et le premier rendez-vous avec un cabinet d'avocat, le gars te dit, bon, je croyais que j'avais rendez-vous avec le patron. Ah ouais, Ok. ok. Après, tu te retrouves dans des réunions de fintech où t'es la seule femme, et là, tu te dis, ok. Donc, effectivement, t'as des difficultés intrinsèques au fait d'être une femme. En revanche, t'as aussi des forces au fait d'être une femme. Et je pense que tout entrepreneur, enfin, chacun entreprend avec, c'est probablement la raison pour laquelle tu fais ce podcast, chacun entreprend avec son propre bagage, sa propre différence, sa propre singularité et sa manière de voir les choses. Et donc, être une femme ou un homme, bah, de toute façon, chacun est différent. Mhm. Et c'est pas que le fait d'être une femme. C'est sûr qu'être une femme, ça va changer certaines choses. Moi, si un de mes enfants un jour a envie d'entreprendre, bah tant mieux. Si Je ferai c'est une aucune femme, j'espère bien que les choses auront un peu changé d'ici là. Et si les choses n'ont pas changé, dans tous les cas, Mais tu lui diras pas qu'il y a que 2% des fonds, si elle veut lever des fonds, qui déjà, seront... j'espère que ça aura changé. Ouais, j'espère aussi. Mais surtout, bah si, peut-être que je lui dirais, mais je lui dirais, fonce, change les choses. Ok. Tu vois, moi, on m'a dit, il y a 2% des boîtes... Genre,
7% des boîtes fondées par les femmes qui lèvent des fonds et 2% des montants levés. Bingo, on va lever des fonds. Il y en a 7 déjà, ou il y en a 2%, ça aurait pu être 0. On va changer Non, je rigole. le pourcentage. Ouais, c'est triste. En fait, c'est triste. En fait, Ça ne peut qu'aller mieux, enfin je crois. En fait, si tu entreprends, c'est que tu as envie de changer un minimum les choses. Ok. Donc, te dire qu'il y a une barrière, c'est une chose de plus à changer. Entrepreneuriat et confiance, c'est totalement... Enfin, ça va ensemble, quoi. C'est pas la question que je te pose. Tu peux ne pas être confiant et entreprendre? Ah bah, dans ce cas, entoure-toi de quelqu'un, t'as des associés. Donc, Ouais, ok. Mais il faut avoir confiance en soi, mais en revanche, il faut aussi savoir douter. Il faut Ok. aussi savoir... Douter, questionner, se remettre en question et jamais prendre les choses Alors, pour faut pas se acquis. remettre en question constamment, mais quand on te fait des remarques, prends-les en compte. Ça veut pas dire que tu dois les intégrer, ça veut dire que tu dois y réfléchir. Ouais, et puis même te dire que même si tu as été embauché, je sais pas, dans ta boîte, on va dire que tu es la meilleure personne pour exposer la strat. Un jour, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui le fait encore mieux que toi. Et c'est là où tu te dis, ah ok, enfin, je pense qu'il faut une ouverture d'esprit pour toujours apprendre. Bref, je voulais te poser ces dernières questions. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Mais qu'est-ce que t'entends par riche? Bah ok, je te pose l'autre question avant. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse? Mais qu'est-ce de que manière t'entends par heureux? de manière quotidienne. Donc d'abord heureuse sur une échelle de 1 à 10. Écoute, je dirais 7. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Alors financièrement, le chiffre serait bas, mais je suis 7. 7, ok. 7. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur ou entrepreneuse au quotidien te demande de l'effort? Ou est difficile? Ouais. 9. Et à quel point ce même job t'apporte du bonheur ou du sens dans ta vie? 15. Ok. Allez, c'est une des questions, là, je pensais, et c'est très bien pour terminer. C'est quoi la seule matière que t'aurais aimé, toi, avoir à l'école plus jeune, qui t'aurait permis plus facilement, peut-être, d'arriver là où tu es? Une matière, ou que t'aimerais que tes enfants aient plus tard, par exemple. Alors, pas forcément à l'école, mais tu vois, en études de droit, je trouve qu'on a zéro base sur l'économie. Ok. En particulier les comptes d'une entreprise ou autre. Alors, je dis pas que j'aurais aimé, mais je dis que a posteriori, Useful, j'aurais aimé. Enfin, franchement, ça aurait été ultra utile. Et du coup, à l'école, je pense aussi que quelques bases économiques. Enfin, ou même, tu vois, un truc cool, des formations au pitch, parler en public, ce genre de choses. C'est des... Très jeune, même, ouais. Ouais, tu vois, moi, enfin, ouais. Eh bien, je suis ravi de te dire que... Bon, je suis pas en train de le dire, mais c'est une des idées qu'on a, donc voilà. Bref, je ne veux pas en parler trop, parce que si ça se fait pas, je me vénère de ouf après de dire des choses qui se font pas. Mais je suis assez confiant dans l'idée qu'on va mettre tous les efforts de notre côté. Bon, bref, on a grave croqué le temps. Inès, merci. As-tu pris du plaisir? J'ai adoré. Et j'ai une question pour toi. Bah vas-y, je t'en prie. Est-ce que t'aimes les poulpes? Franchement, j'aime bien les calamars quand c'est bien grillé, mais alors le poulpe, pas tellement, et je trouve que c'est très moche. Voilà, je suis très honnête avec Ah toi. là. Mais je te propose pas d'en manger, donc ça tombe bien. Bon, bah nickel. Par contre, Octolo, je sais pas pourquoi, mais ça me parle de ouf, j'adore. Bon, Trop cool. Merci Yacine. Octolo, car Octopus. Et pourquoi l'eau, rappelle-moi? Ça fait être LAW. Ah oui, c'était ça, voilà, ok. Mais c'est surtout, c'est parce que ça faisait un peu prénom, quoi. C'est la mascotte. Ça aurait pu être Octola. Mais ça, c'est moins joli. ça. Octola, ouais, non, Octolo. Et Il paraît que AW, plus il y a de c'était zéros, pris plus il y a de millions. C'était pris? Non, mais les gens l'auraient pas. Quand tu le dis, les gens l'écrivent pas comme ça. Octolo, ouais. Ils auraient pas trouvé. Non, mais Et puis on on va- est français. C'est vrai. Mais t'as parlé d'international. Allez, ça, ce sera pour un autre podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés. Et puis, et merci à Inès, merci à Octolo. Et j'allais dire la semaine pro pour un nouvel épisode. Ou plutôt, who knows. Oh non. À très vite Inès, merci. À très vite. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.